Bonjour à tous, voyons maintenant quelques exercices sur la loi normale d'une manière générale, avec utilisation de la calculatrice ou du changement de variable. Nous allons voir dans quelle situation nous nous trouvons. Commençons simple et classique avec cet exercice qui nous dit la masse d'un nouveau-né est une variable qui suit la loi normale de moyenne 3,4 kg et d'écart type 0,5 kg. J'en profite, le cas échéant, si on veut utiliser la formule de changement de variable pour dire que U en loi normale centrée réduite se calculera grâce à X, masse d'un nouveau-né en kilogrammes, moins 3,4 sur 0,5. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né pèse plus de 4 kg? Alors, deux possibilités. Donc on peut utiliser le changement de variable et traduire cette question dans la loi normale centrée réduite, avec U égale 4 moins 3,4 sur 0,5. Et à ce moment-là, dire que P de x supérieur à 4 dans cette loi normale, c'est comme dire que P de U est supérieur à 1,2 dans la loi normale centrée réduite. Résultat que l'on transforme ici en une probabilité lisible dans le formulaire, et une fois qu'on l'a lu, on arrive à notre réponse. Deuxième possibilité, bien entendu, vous avez une loi normale qui est donnée, on vous demande une probabilité, vous utilisez directement la calculatrice. Et puis, tout en sachant que vous devez utiliser normal FREP, pardon, ou norme CD, bien sûr, sur une Casio, en mentionnant un intervalle. Donc supérieur à 4, ça veut dire compris entre 4 et plus l'infini, d'où l'écriture 4000 sur la demande à la calculatrice. Voilà, alors bien évidemment, une calculatrice qui, grâce à ces écritures, vous renverra le résultat 0,1151. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né pèse moins de 3 kg? Donc, question similaire, hein, on a toujours nos deux possibilités. On traduit en valeur de U pour aller faire une lecture dans la table. Alors, attention, donc ici, j'ai une erreur d'écriture, c'est inférieur et non supérieur. Donc voilà. Donc P de U inférieur à 3 moins 3,4 sur 0,5, changement de variable. Donc P de U inférieur à moins 0,8 et donc 1 moins P de U inférieur à 0,8 après transformation. Et grâce au formulaire, j'arrive au résultat 0,2119. La demande à la calculatrice est celle-ci. Quelque chose est inférieur à 3 signifie c'est compris entre moins l'infini et 3. Alors, je vous rappelle que la loi normale fonctionne sur grand R. Donc sans état d'âme, on cite l'intervalle moins l'infini de 3. Ici, évidemment, on parle de masse d'un nouveau-né. Ça ne peut pas être négatif. Mais on risquerait de faire une petite erreur si on stoppait les possibilités de x à 0 en utilisant la loi normale, qui elle représente une courbe en cloche qui s'étale de gauche à droite, de moins l'infini à plus l'infini. Donc voilà, l'intervalle moins 1003 va très bien pour la calculatrice ici. Quelle est la probabilité pour que sa masse soit comprise entre 3 et 4 kg? Alors, ici, on va demander un intervalle directement. Mais on peut aussi faire une remarque au-dessus, c'est qu'on a calculé la probabilité qu'elle soit supérieure à 4, et ici la probabilité qu'elle soit inférieure à 3. Donc la probabilité qu'elle soit comprise entre 3 et 4, eh bien c'est tout sauf la première et la deuxième. Donc je peux prendre 1, probabilité totale, moins la première, moins la deuxième, et j'ai mon résultat. Ou sinon, bien entendu, je demande à la calculatrice, normal FREP pour une TI, norme CD pour une Casio, la probabilité d'être entre 3 et 4, donc l'intervalle 3 4. Qui, bien entendu, renverra le même résultat, 0,673. Donc, nous avons toujours nos deux possibilités d'action. Soit vous êtes plus à l'aise avec le changement de variable et la lecture sur la table pour arriver à un résultat, soit vous savez bien utiliser votre calculatrice et à ce moment-là, il n'y a pas de souci pour vous pour citer un intervalle, donner les bons paramètres de la loi et avoir confiance en votre résultat. Alors je précise une chose ici, c'est que
je n'aurais pas pu poser comme question dans l'exercice quelle est la probabilité qu'un nouveau-né pèse 4 kg. C'est une question absurde parce qu'aucun nouveau-né ne pèse 4 kg, c'est-à-dire 4,0000 et une infinité de zéros. Ça n'existe pas, c'est une possibilité sur une infinité d'autres, donc ça a une chance sur l'infini de se produire. La probabilité vaut 0. Donc on est ici sur des problèmes de mesure qui font que, certes, la réalité d'un nouveau-né est ce qu'elle est, mais sa mesure a une chance sur l'infini d'arriver. Donc on ne peut plus parler en termes de probabilité. Hein. Donc là, on va sur des problèmes de mesure qui, mathématiquement parlant, sont d'un niveau quand même plus élevé par rapport à ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire Bac+1, Bac+2. Très bien, alors, passons maintenant à l'exercice 20. L'exercice 19 a été vu en exemple de cours. Une compagnie a mis en ligne son site web marchand. Des tests ont montré qu'un problème de connexion apparaît en moyenne une fois sur 500. Pour son image de marque, elle considère qu'une mauvaise semaine compte plus de 50 problèmes de connexion et que dans l'année, il ne faut pas plus de 5 mauvaises semaines. Alors, regardons un petit peu ça. Sachant que 20 000 connexions hebdomadaires d'utilisateurs sont espérées pour les semaines à venir, construire la loi de probabilité discrète du nombre de problèmes de connexion hebdomadaires. Alors là, on n'a rien au niveau d'une loi qui nous soit donnée. Hein. Et je vous rappelle que les lois, depuis le début du chapitre, que l'on peut créer sont les lois hypergéométriques ou binomiales. C'est-à-dire que si on vous demande de créer une loi pour obtenir ensuite des probabilités, il faut déjà être dans un schéma de Bernoulli, sauf cas très particulier dans lequel vous auriez un peu plus de détails. Est-ce qu'on est dans un schéma de Bernoulli? Eh bien oui, lorsqu'on tente de se connecter une fois au site web marchand, soit on a un problème, soit on n'en a pas. Donc succès, échec. Maintenant, imaginons que 20 000 connexions hebdomadaires soient tentées. Est-ce qu'on peut parler de tirage avec remise ou sans remise? Absolument pas. Que les 20 000 connexions hebdomadaires soient faites par le même ordinateur ou par 20 000 ordinateurs différents, tout ce qu'on sait, c'est qu'un problème de connexion apparaît en moyenne une fois sur 500. Et que donc on peut tabler sur une probabilité de succès, c'est-à-dire de problème ici, de 1 sur 500 comme étant une constante au fil des diverses connexions. Donc en fait, on est dans ce schéma-là directement sur une loi binomiale. Donc le tout, c'est de justifier sur une copie que la probabilité de problème de connexion est de 1 sur 500 et qu'elle est considérée comme une constante, c'est une donnée de l'énoncé. Et donc évidemment, si on tente une expérience 20 000 fois avec une probabilité de succès de 1 sur 500, c'est-à-dire 0,002, eh bien le nombre de problèmes qui vont apparaître dans une semaine, 20 000 connexions c'est par semaine, est une variable aléatoire qui est distribuée par la loi B, 20 000, 0,002. Bon, maintenant, déterminer la loi normale qui peut être utilisée dans ce cas. Alors effectivement, on serait bien en peine d'utiliser une loi binomiale avec petit n égale 20 000 avec une calculette ou même un ordinateur. Si par exemple je veux calculer la probabilité qu'il y ait 1000 problèmes de connexion, eh bien dans la formule de la loi binomiale, le nombre de combinaisons C 20 000 1000 va apparaître. Eh bien vous pouvez toujours tenter de faire calculer à un ordinateur C 20 000 1000, il va déclarer forfait. Donc on se demande s'il n'y aurait pas une loi normale qui pourrait être utilisée comme bonne approximation de cette loi binomiale. Et heureusement pour nous, oui, les critères vont être vérifiés. Il faut que n soit supérieur à 30, que np soit supérieur à 5 et que nq soit supérieur à 5. Or ici, n égale 20 000, largement supérieur à 30. np 20 000 fois 0,002 vaut 40, supérieur à 5. Et bien sûr, nq est supérieur à 5 puisque q vaut 0,998, très proche de 1, et donc n fois q est très proche de n. On peut donc utiliser une loi normale de manière efficace, avec comme moyenne n fois p, qui on l'a vu vaut 40, et comme écart type racine carrée de n fois p fois q. Donc racine carrée de 40 fois 0,998, qui vaut lui-même cet écart type 6,318 environ.
Et là, on n'a plus de problème parce que en loi normale, des tables ont été précalculées. En fait, vos calculatrices passent par la loi normale centrée réduite avec la formule du changement de variable et utilisent des valeurs qui ont été rentrées en mémoire, tout simplement, sur cette loi normale centrée réduite. Alors, quelle est la probabilité qu'une semaine donnée compte plus de 50 problèmes de connexion? Alors, une mauvaise semaine est effectivement une semaine qui compte plus de 50 problèmes de connexion. Alors, avec la loi binomiale, vous auriez affaire à ces 20 050 dans un calcul. Peut-être que votre calculatrice peut vous le donner, c'est 20 050, et encore, ça n'est pas sûr. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser la loi normale avec ces paramètres-là. Mais attention, cette loi normale est là pour nous parler d'une variable qui est au départ discrète, c'est un nombre entier. Et avoir plus de 50 problèmes de connexion, c'est aussi avoir au moins 51 problèmes de connexion. Mais pour la loi normale qui travaille dans R, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que sa variable grand X doit dépasser 50,5. Donc encore une fois, on est sur un problème de bande. Pour la loi normale, chaque entier est une bande qui va du demi-entier inférieur au demi-entier supérieur. Et valoir plus de 50, ça veut dire être au moins égal à 50,5, c'est-à-dire dépasser la bande de l'entier 50. Donc faites bien attention à ça. Et vous avez donc deux possibilités, encore une fois. Soit vous dites, ben voilà, ça correspond à x égale 50,5, je fais mon calcul de u et je passe par la loi normale centrée réduite. Ou alors je prends 50,5, je fais une demande à ma calculatrice. Et donc avec une TI 50,5 jusqu'à 1000, hein, encore une fois pour simuler plus l'infini. Et avec une Casio, idem. Le résultat que votre calculatrice va vous donner, c'est celui-ci, 0,04826. Donc il y a à peu près 4,8% de chances que l'on ait une mauvaise semaine lors d'une semaine donnée. Alors on peut peut-être répondre à la dernière interrogation, on va dire, de l'énoncé. Dans l'année, il ne faut pas plus de 5 mauvaises semaines. On pourrait partir sur ce résultat et se demander quelle est la probabilité que dans l'année, il y ait plus de 5 mauvaises semaines. Mais on peut déjà calculer une espérance. 4,8% des semaines sont des mauvaises semaines. Or, dans une année, il y a 52 semaines. 4,8% de 52 semaines, c'est à peu près 2,5 semaines. Voilà notre espérance en mauvaises semaines, en nombre de mauvaises semaines dans l'année. Alors, 5 mauvaises semaines, on imagine que ça va être un petit peu compliqué à atteindre et qu'on a peu de chances d'atteindre ce nombre-là. Changeons d'exercice. Une société fabrique des gyrophares pour tout type d'engin en grande quantité. Et on n'a pas écrit ça par hasard dans l'énoncé, encore une fois. La probabilité qu'un gyrophare soit défectueux est P égale 0,04. Donc 4% de chances qu'un gyrophare fabriqué soit défectueux. Autrement dit, dans l'ensemble de la production, 4% des gyrophares sont défectueux. Au cours de la production, on prélève un échantillon aléatoire de 600 gyrophares. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de gyrophares défectueux parmi ces 600. Montrez que la distribution de la variable X est binomiale et donnez ses paramètres. Alors, encore une fois, regardons un petit peu. Lorsqu'on prend 600 gyrophares au hasard dans la production, on ne prend pas deux fois le même. Donc on a affaire à un tirage sans remise. Et on se dirige tout droit vers une loi hypergéométrique. Au fait, est-ce qu'on est dans un schéma de Bernoulli, Oui, lorsqu'on choisit un gyrophare, il est défectueux ou pas. Succès, échec. Et grand X compte le nombre de gyrophares défectueux, donc on est sur une loi hypergéométrique. Problème, si on connaît petit n qui vaut 600, on ne connaît pas grand N, qui est le nombre total de gyrophares fabriqués. Et c'est là qu'intervient le fait qu'on nous dise en grande quantité. On considère que le nombre total de gyrophares fabriqués est tellement grand qu'il va dépasser 20 fois 600. On n'a pas trop le choix. Si on ne connaît pas grand N, on ne peut pas utiliser une loi hypergéométrique. Donc on dit ça, on passe à une loi binomiale, et on dit finalement la probabilité de tomber sur un gyrophare défectueux à chaque fois qu'on en choisit un est de 4%.
on considère cette probabilité comme une constante. Donc on va être sur une loi hypergéométrique, binomiale, excusez-moi, de paramètres 600 et 0,04. Bien évidemment, montrer qu'on peut approximer cette loi par une loi normale. C'était l'objectif de notre partie de chapitre, donc on va le faire. On repart sur les critères. Est-ce que n est supérieur à 30? Oui, il vaut 600. Est-ce que np est supérieur à 5? 6 fois 4, 24. N fois p vaut 24. Donc oui, c'est supérieur à 5. Et n fois q est supérieur à 5, puisque q est supérieur à p. Q vaut 0,96. Donc oui, on peut utiliser une loi normale. Laquelle? Eh bien, celle dont la moyenne vaut n fois p, donc 24, et sigma racine carrée de npq, racine carrée de 24 fois 0,96, à voir. Ça vaut donc environ 4,8 pour racine carrée de n fois p fois q. Très bien. Donc on part sur cette loi normale, on va nous demander une probabilité, très bien, donner la loi de probabilité d'avoir au moins 27 gyrophares défectueux parmi les 600. Encore une fois, si vous utilisez la loi normale pour parler de nombre de gyrophares défectueux, vous utilisez une variable continue pour parler d'une variable discrète. Et donc là, il faut être très vigilant, on raisonne avec nos bandes, toujours. Au moins 27 gyrophares défectueux, alors on ne voit pas le nombre 27 ici, mais peu importe, on peut se caler sur cette bande-là, par exemple. Au moins 27, ça veut dire être au moins sur cette bande-là et les suivantes. Ça veut dire pour la variable de la loi normale, démarrer ici. Donc à la séparation entre 26 et 27, qui est donc à 26,5. Donc vous demandez à votre calculatrice la probabilité de dépasser 26,5 en loi normale. Le résultat donné par la loi calculette en loi normale, ça va être 0,3012. Toujours à 4 décimales d'arrondi. Voilà. Si vous avez utilisé la loi binomiale, ce qui va fonctionner ici, en fait, avec petit n égale 600, c'est encore jouable sur une calculette. Au moins 27 succès, ça veut dire strictement plus de 26. Et c'est donc 1 moins la probabilité d'être inférieur ou égal à 26. Probabilité d'être inférieur ou égal, ça fonctionne avec binôme FREP sur une TI et binôme LCD sur une Casio. Et si vous demandez à votre calculette de faire ce calcul en loi binomiale, la calculette vous donne le résultat 0,2932, ce qui est évidemment beaucoup plus proche de la réalité que l'approximation donnée par la loi normale, mais qui n'est pas non plus extrêmement mauvaise. Par contre, si vous vous êtes trompé avec la loi normale et que vous avez utilisé 26 à la place de 26,5 dans votre demande, le résultat va être 0,3385. C'est-à-dire que vous avez compté en trop la demi-bande qui se trouve avant celle qui vous intéresse. Et donc, ça commence à faire mal parce que c'est une surface non négligeable par rapport à l'ensemble de ce qui reste. Donc, vous êtes à 0,3385 au lieu du 0,29 de la loi binomiale, alors que la meilleure approximation était celle-ci, avec 26,5, qui conduit à 30% au lieu de 29%. On est quand même un peu meilleur. Donc, surtout, et là je le barre en rouge, ne commettez pas l'erreur de dire au moins 27, c'est donc supérieur à 26. D'ailleurs, dire que ça serait strictement supérieur à 27, ça serait également faux, évidemment. Vous devez viser des demi-entiers lorsque la loi normale vient remplacer une loi binomiale ou une loi de Poisson d'ailleurs. Très bien. Exercice 22. Un agent commercial fait du phoning. En moyenne, un appel sur 5 conduit à une commande. Très bien. Soit X, la variable aléatoire, nombre de commandes obtenues en 60 appels. Donc cet agent commercial aimerait faire des prévisions sur le nombre de commandes qu'il peut obtenir. Donnez le nom et les paramètres de la loi de probabilité de X. Alors, on va se dire d'abord, est-ce qu'on est sur un schéma de Bernoulli? On ne peut créer qu'une loi binomiale ou hypergéométrique par soi-même dans le cadre de ce chapitre. Alors effectivement, lorsqu'un commercial, lorsque l'agent passe un coup de téléphone, il va y avoir une commande à la fin ou pas. Donc succès, échec. Avec une probabilité de succès qui a l'air à peu près constante, un appel sur 5 conduit à une commande en moyenne,
puisqu'on nous dit ça, on peut utiliser le fait que petit p, la probabilité de succès, pardon, va être considérée comme constante et égale à 1/5. Sachant évidemment qu'on fait quand même un tirage sans remise. C'est-à-dire que vous n'allez pas appeler 2 fois la même personne. Et si effectivement vous l'appelez et qu'il y a une commande, elle ne va pas vous commander à nouveau. Donc la probabilité de succès est passée à 0% la deuxième fois. D'accord. Et dans le cas contraire, la probabilité de succès redevient un 5e. Donc c'est un petit peu délicat, mais vous pouvez dire que 60 appels parmi l'ensemble de la population, c'est extrêmement faible, et que les chances de remise, même si vous appelez au hasard, hein, les chances de retomber sur la même personne sont tellement faibles que hypergéométrique ou binomial, ça revient au même. Donc vous considérez, pour être un peu plus académique, on va dire que grand N, taille de la population, est supérieur à 20 fois 60. C'est votre hypothèse. On passe à une loi binomiale et on va se demander si on peut créer une loi normale à la place de cette loi binomiale, non pas parce que c'est une obligation, mais parce qu'on est dans la partie TD4, loi normale, tout bêtement. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous le demande en exercice, donc justifier qu'on peut être approché par une loi normale. Les critères sont toujours les mêmes. N supérieur à 30, oui, c'est 60. N fois P, 6 fois 2, 12, 60 fois 0,2, ça vaut 12. Et N fois Q, 60 fois 0,8, ça vaudrait 48. Donc les deux sont supérieurs à 5, tout va bien, et donc on peut utiliser une loi normale. NP vaut 12, racine de NPQ vaut, je prendrai pour la suite 3,1 en arrondissant, ça ne changera pas grand-chose. Donc j'ai cette loi normale, et maintenant, en utilisant cette loi normale, donc là on nous oblige à utiliser, on nous interdit d'utiliser la loi binomiale, calculer les probabilités d'avoir plus de 15 commandes, moins de 10 et exactement 12. Alors à chaque fois, le bon intervalle avec les bons demi-entiers. Plus de 15 commandes, ça veut dire qu'il faut dépasser la bande de 15 sur la courbe de la loi normale, et donc il faut dépasser 15,5. Moins de 10, ça veut dire qu'il faut aller de moins l'infini à 9,5. Exactement 12, ça veut dire qu'il faut être entre 11,5 et 12,5. D'accord, donc toujours en vertu de ce schéma général. Donc, x supérieur à 15,5, 0, 12, 93. Évidemment, je demande ça. X inférieur à 9,5, je ne le remettrai pas en couleur ici pour les calculettes, mais c'est donc l'intervalle moins l'infini, 9,5, donc moins 1000 à 9,5. Et puis pour P de x égale 12, alors si je m'affranchis de l'obligation loi normale et que je reviens à la loi binomiale, je peux aussi l'utiliser. Donc je peux calculer P de x compris entre 11,5 et 12,5 en loi normale. Résultat 0,1282. Donc c'est cette écriture-là, hein, TI Casio. Ou alors je peux utiliser l'outil normal FDP ou norme PD sur Casio pour viser une valeur. Donc c'est vraiment la situation où on utilisera cet outil-là de la calculatrice. Donc c'est lorsque on utilise une loi normale à la place d'une loi discrète, et en plus si on vise une valeur précise. Donc normal FDP ou norme PD, ça ne s'utilise pas n'importe quand. Mais dans cette configuration-là, oui, vous aurez à nouveau 0,1282. Et puis on peut utiliser bien sûr la loi binomiale, avec binôme FDP pour viser une valeur, la valeur 12, et binomial PD en Casio pour viser la valeur 12. Et c'est là que je vous montre que vous pouvez aussi manuellement utiliser la formule. Sans demander ça à la calculatrice, vous pouvez vous-même calculer C72 fois 0,2 puissance 12 fois 0,8 puissance 48. Résultat donné ici, ici, ou par cette formule, 0,1278. Et vous pouvez constater qu'effectivement la loi normale était une très bonne approximation de la loi binomiale pour cette probabilité en tout cas. Alors plus compliqué, donc là on va passer à une question vraiment compliquée mais vraiment concrète. L'agent commercial, en fait, dans la pratique, dans son métier, il ne va pas se demander quelle est la probabilité qu'il obtienne plus de 15 commandes. Il peut se le demander, mais ce n'est pas un résultat très intéressant pour lui. Par contre, ce qu'il va se demander, c'est ça. Quel est le nombre minimal d'appels
qu'il faut passer pour avoir au moins 95% de chances d'obtenir au moins 15 commandes. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Alors, toutes les chances, c'est impossible. 100% de chance, ça n'arrive pas. Mais je veux viser au moins 95% de chances de réussite. Et mon objectif, c'est d'avoir au moins 15 commandes. Question, quel est le nombre d'appels que je dois passer? Donc c'est une question inversée par rapport aux précédentes et à tout ce qu'on a l'habitude de faire depuis le début, depuis qu'on traite ce TD. En fait, on ne connaît pas petit n, le nombre d'appels à passer. Donc on est sur une loi binomiale pour laquelle il nous manque un paramètre. Heureusement, on a toujours P qui vaut 0,2. Et on sait quelle probabilité on veut obtenir à la fin, mais on a un paramètre manquant. Donc là, déjà, je vais aller sur une loi normale. Alors, ce qui n'est encore une fois pas une obligation. Hein. On peut tout à fait faire le raisonnement que je vais faire en dessous avec la loi binomiale. On aura l'occasion de le revoir en séance. Si vous vous posez la question ici sur YouTube, vous pouvez me poser la question en commentaire, bien sûr. Mais voyons ce que ça donne avec la loi normale. La loi normale, elle nous dit, à ce moment-là, la moyenne vaut n fois p, bon, n fois 0,2, et l'écart type vaut la racine carrée de n fois p fois q, que je peux légèrement simplifier ici, parce que 0,2 fois 0,8, ça vaut 0,16, et la racine carrée de 0,16, ça vaut 0,4. Donc je sors de la racine carrée ici. Donc je suis sur cette loi normale, et dans cette loi normale, je voudrais bien que la probabilité d'avoir au moins 15 commandes, donc de dépasser 15,5, soit égale à 95%. À voir. En tout cas, je vais devoir passer par le changement de variable et par la loi normale centrée réduite, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas demander une probabilité à ma calculette avec cette loi normale, puisque je n'ai pas de valeur à lui donner pour les paramètres. Donc là, on est bloqué. Donc c'est là que cette formule va prendre toute son importance, et la table de la loi normale centrée réduite en face, et donc les calculs plus manuels, c'est dans ce genre de configuration. Mais ce genre de configuration, ils sont des réponses à des questions beaucoup plus concrètes que les précédentes. C'est ça en général qu'on se pose comme question. Alors, au fait, oui, avant d'afficher cette table, qu'est-ce qu'on se demande? Donc, on veut avoir au moins 95% de chances qu'il se passe quelque chose. Très bien, c'est une probabilité qui est comprise entre 50 et 100%, donc sur la table de la loi normale, je vais la trouver. Je cherche la probabilité 0,95, ou je cherche à être le plus proche possible. Alors, 0,9495, j'y suis presque, et là, 0,9505, je l'ai dépassé. En valeur de U, je suis entre 1,64 et 1,65. Donc, prenons la moyenne. Pour être à une probabilité de 0,95, je vais dire que je dois viser 1,645. Le formulaire est en train de me dire que la probabilité que U soit inférieur à 1,645 est égale à 95%. Probabilité que U soit inférieur à 1,645. Mon problème, c'est que je ne cherche pas une probabilité d'être inférieur. Je cherche une probabilité d'être supérieur. Au moins 15 commandes. Donc, il va falloir que je revienne un peu sur mon tableau en disant, bon, alors, si j'ai une courbe de loi normale, je vais m'enlever le tableau parce qu'il tient beaucoup de place. Si j'ai une courbe de loi normale, le formulaire est capable de me dire, en loi normale centrée réduite, il y a 0 au milieu, et la probabilité d'être en dessous de 1,645, c'est 95%. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne comme valeur à gauche de 0 pour que la probabilité de dépasser cette valeur soit aussi égale à 95%? Eh bien, c'est une situation parfaitement inversée par rapport à ce que me donne le formulaire. Donc, au lieu de 1,645, il faut que je prenne moins 1,645. Bref, et même sans schéma, mais avec les formules de transformation, on sait très bien que la probabilité d'être inférieure à 1,645 est égale à la probabilité d'être supérieure à moins 1,645.
Donc il y a un travail qui doit être fait à partir de la demande de l'énoncé. La probabilité 95%, 95% de chance de dépasser une valeur, eh bien, correspond à la valeur moins 1,645 en loi normale centrée réduite. Et maintenant, on a tout gagné, ou presque, parce qu'on a la valeur de U qu'il nous faut, moins 1,645. On a la valeur de X qu'on souhaite dépasser dans la loi normale qui est ici, c'est 14,5. Excusez-moi, je disais 15,5 tout à l'heure, mais c'est au moins 15 commandes, donc c'est supérieur ou égal à 15. Donc il faut dépasser 14,5. On doit arriver à une valeur de U égale à moins 1,645, et la question c'est combien doit valoir n. Donc on a une équation à résoudre sur n. Voilà, donc au moins 15 succès, c'est là. Ça veut dire atteindre au moins la bande de 15 succès, donc atteindre au moins 14,5. Alors, je peux me poser la question telle qu'elle, en tâtonnant, en testant plusieurs valeurs de n, mais c'est franchement une solution manuelle lente, très longue, avec beaucoup d'écriture à faire sur calculatrice. Je peux aussi la transformer, mais de toute façon, je m'en réduis à des tâtonnements. Alors, qu'est-ce que je peux faire concrètement parlant? Première chose, je peux tester des valeurs de n. Deuxième chose, je peux résoudre cette équation. Alors, comment tester des valeurs de n en étant rapide sur une calculette? Eh bien, en entrant cette fraction-là comme une fonction. D'accord? Donc avec la touche f de x ou y égale, en allant dans le menu table sur une Casio, etc., vous créez une fonction où la variable se trouve être la valeur de n. Donc évidemment, vous appuyez sur x sur votre calculette en tant que variable et vous entrez la fraction 14,5 moins 0 de x sur 0,4 racine de x. Et vous faites défiler comme ça plein de valeurs de x, et vous regardez dans la deuxième colonne de votre tableau de valeurs quel est le résultat. Et vous devez avoir une valeur de x suffisamment élevée, en fait, c'est dans ce sens-là que ça va se passer ici, pour que le résultat plonge en dessous de moins 1,645. Donc vous créez une fonction. Ou alors, vous créez cette fonction-là sur calculette, et pour toute une batterie de valeurs de n, vous regardez à quel moment le résultat va passer dans les positifs. Donc ça, c'est une première possibilité. Vous créez une fonction et vous faites un grand tableau de valeurs dans lequel vous verrez bien à partir de quelle valeur de n le critère que vous voulez va se réaliser. Deuxième solution, on va dire plus élégante, mais il faut être habitué, vous résolvez cette inéquation. Alors évidemment, avec une racine carrée, on ne sait pas trop faire. Sauf que, si on pose petit n égale grand N au carré, on voit apparaître quoi par ce changement de variable ou d'inconnu? 0,2 grand N au carré, moins 0,658 grand N, en admettant que grand N est une quantité positive, moins 14,5 doit être positif. Et là, vous êtes donc sur le signe, positif ici en l'occurrence, d'un polynôme du second degré. Donc vous vous référez à ce que vous savez sur les polynômes de second degré, vous calculez le discriminant, etc. Vous voyez s'il y a des racines, et vous voyez pour quelle valeur de grand N, attention, ça peut correspondre. C'est-à-dire ce polynôme peut être positif. Et une fois que vous savez pour quelle valeur de grand N ça fonctionne, vous en déduisez les valeurs de petit n en retombant sur une racine carrée. Si vous faites tout ça, par une fonction ou pas, ou par résolution manuelle de l'équation, vous allez trouver que petit n doit être supérieur à 106. Si ça ne fonctionne pas, vous me laissez une question dans les commentaires, évidemment. Alors, supérieur, hein, donc petit n doit dépasser 106. Ça veut dire qu'il faut passer au moins 107 appels pour que la fameuse probabilité de 95% soit atteinte, de chance d'obtenir au moins 15 commandes. Donc là, le fait de se poser ce genre de questions, de se fixer des objectifs et de savoir quelles sont les conditions qu'il faut pour qu'on ait de bonnes chances d'atteindre nos objectifs, c'est une question éminemment concrète et ça donne une idée du volume de travail que l'agent commercial devra réaliser. Voilà, on est sur 107 appels minimum. Et non pas 60. On avait vu tout à l'heure que la probabilité d'avoir plus de 15 commandes avec 60 appels,
ou d'avoir en dessous de 15 commandes, elle était encore relativement forte. Elle était d'à peu près 12%. Alors que là, on ne veut pas que ce soit plus de 5% de risque d'avoir moins de 15 commandes. Enfin bref, voilà. Très bien. Alors, on a résolu une question compliquée. Ce que je vous propose, c'est évidemment de visualiser l'explication sur vidéo plusieurs fois de suite, histoire d'être capable de le refaire dans un autre exercice. Allez, on termine avec cet exercice-là, qui demande moins de calcul, mais à la limite autant de jugeote. En moyenne, on se fait contrôler une fois tous les 20 trajets en bus. Madame Gruge, qui va bien porter son nom, fait 800 trajets par an. Très bien. Quelle est la probabilité que Madame Gruge soit contrôlée entre 30 et 50 fois dans l'année? Donc là, vous vous doutez bien que vous n'arriverez pas à donner cette probabilité comme ça en une ligne, que le nombre de fois où Madame Gruge va être contrôlée est quelque chose d'aléatoire. Donc on a affaire à une variable aléatoire. Et que Madame Gruge ne fait pas un trajet, mais 800. Donc les choses ne sont pas si simples et on est sur certainement un schéma de Bernoulli, sinon on ne pourrait rien créer par nous-mêmes. Quand Madame Gruge monte dans le bus, elle va se faire contrôler ou pas. Donc on est sur un schéma succès-échec qui va se répéter à l'identique 800 fois, avec une probabilité de succès qu'on jugera constante qui est de 1 chance sur 20 à chaque essai. Donc on va fonctionner comme ça et tout naturellement on va aller sur une loi binomiale. Alors avec cette loi binomiale, on pourrait calculer la probabilité que le nombre de contrôles soit inférieur ou égal à 50, la proba que le nombre de contrôles soit inférieur ou égal à 29, et la différence des deux nous donnerait la probabilité d'être contrôlé entre 30 et 50 fois. Ce qu'on va faire plus directement entre guillemets, c'est d'aller sur une loi normale. Parce qu'avec les critères qu'on nous impose ici, on va s'apercevoir qu'on a le droit de le faire. N égale 800, donc c'est largement supérieur à 30. NP vaut 40, NPQ lui aussi est largement supérieur à 5. Donc on peut utiliser une loi normale à la place de la loi binomiale avec une moyenne mu qui vaut 40 et un écart type sigma qui vaut 6,164. Et demandons directement à notre calculatrice la probabilité que le nombre de succès soit compris entre 30 et 50, mais attention, la loi normale parle d'une loi binomiale, donc d'une variable discrète, donc on est sur des bandes qui entourent les entiers pour la loi normale. De 30 à 50, c'est pour la variable x de la loi normale, de 29,5 jusqu'à 50,5. Voilà, donc la probabilité vaut 0,9118. Donc il y a plus de 90% de chances que ça se produise. Madame Gruge voyage toujours sans billet. Donc elle aura quelques amendes. L'abonnement annuel serait de 320 €. À combien l'amende doit-elle être fixée pour qu'au moins 99% des fraudeurs aient meilleur compte de prendre un abonnement? Alors, cette question, elle peut paraître un peu complexe, on ne sait pas trop par quel bout l'attraper, mais pour que des fraudeurs aient meilleur compte de prendre un abonnement, c'est que le nombre d'amendes multiplié par le tarif d'une amende doit être supérieur à 320. La question est, quel est le nombre d'amendes que 99% des fraudeurs vont avoir au minimum? Donc, quel est le nombre qui a 99% de chances d'être dépassé? Donc, le nombre de contrôles qu'on a 99% de chances de dépasser. Et le nombre de contrôles, c'est toujours une valeur de x. C'est la même variable que tout à l'heure, sauf que, bah oui, si, on va être sur une loi normale qui est ici. Alors, le problème, encore une fois, c'est que on va avoir du mal à utiliser l'outil loi normale de la calculette directement pour passer d'une probabilité à une valeur. Et encore, pratiquement toutes les calculettes maintenant ont une fonction qui s'appelle inverse normale, inv-n sur les Casio, et c'est pas le même nom sur les TI, c'est frac normal. C'est-à-dire que vous lui donnez une probabilité, les paramètres de la loi, et ça vous donne le nombre de contrôles.
On part sur une base de 800 trajets par an, évidemment, hein, pour chaque personne. Donc à l'image de Madame Gruge. Alors, si on n'utilise pas inverse normale ou frac normale, on peut toujours passer par la loi normale centrée réduite. Et on peut se demander quelle est la valeur de U en loi N01 qui a 99% de chance d'être dépassée. Si je prends ma table de loi normale et que je cherche la probabilité 99%, donc je vise 0,99 le plus près possible, la plus proche valeur c'est celle-ci, 0,9901. Je ne vais pas m'amuser à faire une interpolation entre les deux valeurs pour aller viser entre les deux valeurs de U correspondantes. Là, ce sont les deuxièmes décimales. Je vais prendre la plus proche. Donc je suis à 2,3 et deuxième décimale 3 à 2,33. Le formulaire me dit la probabilité que U soit inférieur à 2,33 est de 99%. Donc la probabilité que U soit supérieure à moins 2,33 est de 99%. On avait le même problème que dans l'exercice précédent. Ce qu'on cherchait, c'est une probabilité de dépasser quelque chose. Et donc la valeur de U qui nous intéresse est moins 2,33 et non pas 2,33. Effectivement, pour une loi normale centrée réduite avec 0 au milieu, c'est la probabilité d'être supérieure à une valeur négative qui est très forte en termes de surface couverte. Bien, donc logiquement, c'était une valeur négative. Donc, moins 2,33. Si j'utilise maintenant le changement de variable, eh bien, moins 2,33 égale x, que j'appelle ici x0, moins 40 sur 6,164. Équation où l'inconnu est x, et puis par diverses manipulations, je vais rapidement trouver la valeur de x, 25,66. Donc, c'est-à-dire que, d'après la loi normale, je tombe sur un réel, c'est pas un nombre entier, mais le nombre de contrôles qui a 99% de chance d'être dépassé par Madame Gruge, en tout cas, c'est 25,66. Autrement dit, elle va avoir, avec une probabilité d'au moins 99%, au moins 25 contrôles. Ouais, d'accord. Donc 99% des gens qui voyagent autant que Madame Gruge seront contrôlés au moins 25 fois dans l'année, sur 800 voyages. Donc ça y est, on a notre valeur en nombre de contrôles, et donc il faut que 25 multiplié par l'amende dépasse 320 € pour que ces gens se disent bah, j'aurais eu meilleur compte de m'abonner. Donc par division, 320 divisé par 25, je vais trouver qu'il faut 12,80 € d'amende pour dissuader 99% des gens. Alors bien entendu, dans la réalité, l'amende est plus élevée que ça lorsque vous vous faites attraper dans les transports en commun. Pour deux raisons au moins. La première est que tout le monde ne fait pas 800 trajets par an, donc ça modifie les données numériques. Et en fait, avec moins de trajets par an, ça baisse aussi ce nombre-là. C'est plus 25, mais c'est peut-être 10 ou 5. Et donc pour compenser avec le prix de l'abonnement, il faut que l'amende soit bien supérieure. Et puis il faut aussi tenir compte que le montant de l'amende n'est pas seulement lié à cette dissuasion-là, mais est aussi lié au salaire des contrôleurs et aux frais de la compagnie de transport, qui va aussi, avec le nombre de fois sur lesquelles elle peut tabler, le nombre d'amendes qu'elle peut donner, va se dire j'aimerais rentrer dans mes frais et pouvoir payer certains frais justement. Donc on a une amende qui en général est beaucoup plus chère. Bref, on a vu, si vous voulez, dans plusieurs situations différentes, l'utilisation de la loi normale, et on a vu dans deux situations différentes dans ce TD, le fait que la loi normale centrée réduite et l'utilisation de la table va s'avérer être très utile pour résoudre un problème donné, et encore une fois, comme par hasard, c'est une question qui est plus difficile que les autres, qui va nécessiter l'emploi d'un calcul manuel par la loi normale centrée réduite et la formule du changement de variable. Et comme par hasard, c'est une question plus concrète. Madame Gruge
elle n'a pas vraiment d'intérêt à calculer la probabilité qu'elle soit contrôlée entre 30 et 50 fois dans l'année. C'est pas une information qui va être essentielle pour elle. Par contre, la compagnie de transport, elle a tout intérêt à faire des prévisions de cet ordre-là. 99% des fraudeurs vont être contrôlés au moins 25 fois parmi les gens qui font 800 trajets par an. Ça, c'est une information qui a du sens et qui peut même donner lieu au fait de fixer le montant d'une amende ou de faire un budget. Donc évidemment, les questions les plus concrètes sont des questions sur lesquelles on fixe d'abord une probabilité que quelque chose arrive ou n'arrive pas, pour ensuite en déduire les conditions qu'il faut pour que ça arrive. Et donc forcément, ça mène à des situations plus compliquées que d'autres. Voilà, je vous laisse sur cet exercice-là. On aura évidemment, bien sûr, l'occasion de reparler de ces exercices ou d'autres exercices, encore une fois, avec plaisir en commentaire, et puis en cours, évidemment, avec mes étudiants. Je vous dis à bientôt pour un TD sur l'échantillonnage, et puis pour la suite du chapitre. Au revoir.